Selon toi, que subit une femme noire que ni un homme noir ou ni une femme blanche ne subissent en termes de discrimination? Quel genre de discrimination discrimination peut que arriver à une femme noire. Je vois pas pourquoi il y a une différence entre femme noire ou femme. Allez, je ne sais pas. Je vois pas la question en fait. Bienvenue à bord du podcast Déboussolé, où nous allons explorer toutes les facettes de l'intersectionnalité. Pour ce faire, nous allons inviter différentes personnes, des personnes expertes autant académiques que des experts de vécu. Ce podcast est le fruit du travail d'un groupe qui se réunit maintenant depuis 2 ans. Ce groupe est nommé Groupe Intersectionnalité. Il évolue au sein de l'association BIPAX, qui est une association d'éducation permanente et de lutte contre les discriminations racistes. Ce podcast se fait en partenariat avec Média Animation, qui est une association d'éducation aux médias. Ici Mehdi, à la barre, et je serai votre guide durant ces explorations. Bonne écoute. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode du podcast des Déboussolés. Pour ce premier épisode, on a décidé d'inviter tout le monde autour de la table, en tout cas toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce podcast et de ce projet de manière plus globale. Tout le monde, bonjour. Bonjour. Alors avant de lancer un peu les questions qui fâchent ou pas, ça on verra en fonction du podcast, je vais d'abord me présenter. Donc moi c'est Mehdi, je vais être un peu la voix de ce podcast, je vais vous accompagner pendant tous les épisodes que vous allez avoir la chance d'écouter. Moi j'ai 34 ans, je suis algérien de Belgique, fan d'astrologie et de céramique. Ça c'est un peu le running gag qu'on a eu entre nous dans ce projet. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et d'ailleurs, pour parler du groupe de travail qui nous a réunis depuis maintenant plus de 2 ans et demi, je vais donner la parole à Faria. Bonjour tout le monde, moi c'est Faria, je suis d'origine indienne, musulmane, une femme et j'ai l'opportunité de travailler à BIPAX depuis 2 ans et demi. Donc BIPAX qui est une association d'éducation permanente bruxelloise. Donc nos missions c'est autour de l'antiracisme et de la justice sociale et l'idée de l'éducation permanente c'est vraiment entre autres d'accompagner des citoyens-citoyennes avec ou sans papier qui sont dans une démarche de volontariat et de les accompagner dans des projets citoyens. Quand je suis arrivée à BIPAX, donc en tant qu'association antiraciste, on s'intéressait à pas mal de choses, dont l'intersectionnalité, et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me parle, je me suis située aux intersections où moi je me trouve. J'ai découvert cet outil, ce concept d'abord à l'université, puis dans les mouvements féministes. Et donc, quand je suis arrivée à BIPAX et que j'ai vu que il y avait de l'intérêt pour cette question, j'avais très envie qu'on lance un groupe de travail là-dessus avec des citoyens-citoyennes volontaires. Et donc j'ai pu lancer ce projet à l'intérieur de l'association. Alors effectivement, tu as lancé un appel, je pense, auquel on a tous et toutes répondu, un peu comme des brebis égarés à la recherche de guidance. Et on s'est tous retrouvés autour de ce projet. Et puis, petit à petit, un peu comme tu en parlais notamment, donc il y a eu cette question d'éducation permanente. C'est un peu comme ça qu'on a fonctionné, c'est un peu comme ça qu'on a construit les choses. Et un peu plus tard, d'ailleurs, dans le projet, Solange nous a rejoint et est devenue aussi co-animatrice de ce groupe de travail. Solange, bonjour.
Bonjour, donc moi je m'appelle Solange, je suis une femme noire et comme Mehdi l'a dit, actuellement je travaille à BIPAX en tant que chargée d'études et d'animation, mais avant ça j'étais volontaire dans le groupe et moi j'ai répondu à l'appel de Faria parce que je suis militante féministe et antiraciste et ça faisait des années en fait que j'abordais la question de l'intersectionnalité mais surtout sur le plan théorique et je voulais me lancer dans un projet concret, donc c'est pour ça que j'ai rejoint le groupe. Et ensuite, j'ai été permanente à BIPAX. Et BIPAX, comme Faria le disait, c'est une association d'éducation permanente. Et pour rapidement expliquer l'éducation permanente, c'est un décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui va financer des associations qui vont accompagner les citoyens pour poser un regard critique sur la société. Et à BIPAX, on suit la philosophie du voir, juger, agir qui a été développée dans les milieux ouvriers chrétiens. Et pour rapidement expliquer ce que c'est le voir, juger, agir, il y a d'abord l'étape de voir, c'est constater en fait qu'il y a une problématique dans la société. À BIPAX, on constate qu'il y a encore du racisme dans la société. Et il n'y a pas que du racisme, mais aussi du sexisme, de la lesbophobie, etc. Donc il y a l'aspect des discriminations intersectionnelles. Et à partir des constats qu'on va faire, on va essayer d'amener un jugement, une critique, une analyse critique, c'est la partie jugée. Et à partir de ces éléments, de cette analyse critique, on va essayer de mener des projets pour faire changer la société. Donc c'est ça qu'on suit à BIPAX et c'est ça aussi que le groupe a finalement suivi comme processus. Et effectivement, en groupe, on a fait pas mal d'actions dans ce sens-là, pas mal de présentations, pas mal de travail de fond. Et alors, je vais me tourner vers Ahmed, qui nous a suivis dans nos aventures au départ, qui a pas mal travaillé avec nous. Et alors, je te laisserai peut-être par la suite nous expliquer un petit peu ce que tu as pu nous produire aussi dans le cadre de ce groupe de travail. Bonjour, moi c'est Ahmed, je suis d'origine marocaine, de Fès plus particulièrement. Je suis venu en Belgique en 2010 pour faire mes études de criminologie et c'est là que j'ai découvert un peu le concept d'intersectionnalité, mais de façon plutôt théorique, donc je ne me suis pas vraiment approfondi là-dessus. Et donc on a vu l'appel de Faria pour rejoindre le groupe. Et donc, j'ai fait partie du groupe, j'ai rejoint le groupe depuis le début, donc toute la construction et toute la dynamique de groupe, j'étais présent depuis le début et à un moment donné, j'ai dû partir parce que j'ai eu un projet à l'étranger. Et donc voilà, maintenant je suis de retour. Welcome back, de retour pile au bon moment. En tout cas, on est content de te voir revenir. Moi, je garde un très bon souvenir. Je pense que tu pourras pas y échapper, mais notamment de ta présentation sur la tarte tatin. Ah oui, putain. La fameuse tarte tatin, oui. Oui, en fait, je me souviens plus des détails, mais à un moment donné, on devait présenter le concept d'intersectionnalité et c'est marrant à dire, mais je pense que j'avais mangé une tarte tatin quelques jours avant et du coup, j'ai pensé à la tarte tatin dans le sens où, au fait, surtout la tarte tatin renversée, ça ressemble à rien. Il y a plusieurs couches, etc. Mais au fait, quand tu la manges, ça fait sens. Et donc, tu te dis, ah oui, finalement, c'est vraiment ça. Et donc, pour moi, l'intersectionnalité, c'était une sorte de plusieurs couches, il y a plusieurs niveaux dedans, il y a plusieurs aspects. Et donc, c'est ça, au fait, qui fait sens, quoi. Au-delà des témoignages des personnes qui ont participé à l'élaboration de ce podcast, on a décidé d'aller aussi chercher les témoignages de nos futures auditrices. Et pour ce faire, on a fait appel à Bianca, qui est allée recueillir vos témoignages à Saint-Gilles et qui nous est revenue avec vos précieux propos. Salut Bianca. Bonjour Mehdi. Avant de poser justement cette fameuse question aux auditrices, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Bianca, je suis une femme blanche de presque 30 ans. Je suis italienne, mais je vis en Belgique depuis mes 18 ans à peu près. Et je suis travailleuse sociale et j'ai pu répondre aussi au fameux appel de Faria pour venir et faire partie du groupe Intersectionnalité pour travailler sur ces questionnements et pour faire ce podcast. Et donc, tu vas commencer par une question cruciale. Qui est ? Donc, je me suis rendue au Parvis de Saint-Gilles à l'heure de l'apéro et nous avons pu poser des questions aux personnes qui étaient présentes. Et c'est des questionnements qu'on a eus aussi lors d'une réunion
pendant nos groupes de travail. Et donc, on a posé plusieurs questions. La première question, c'était de savoir qu'est-ce que c'était pour eux l'intersectionnalité. Non, ça me dit pas grand-chose en fait. C'est la convergence des luttes, à peu près. L'intersectionnalité dans ma représentation, c'est être à la traversée de plusieurs chemins qui peuvent être des embûches. C'est-à-dire, si tu es une femme noire et pauvre, ta vie va être plus compliquée, quoi. Et c'est pas des sujets qu'on peut traiter avec n'importe qui. C'est un terme qui forcément revient énormément dans notre travail, c'est le nom de notre groupe de travail. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait de ce que c'est, ou en tout cas de ce qu'on pensait que c'était l'intersectionnalité? Et peut-être que je vais laisser Eric me dire un petit peu... Tiens Eric, comment est-ce que toi tu vois l'intersectionnalité avant de rejoindre ce groupe? Je suis un homme noir bruxellois d'origine rwandaise de 29 ans. Avant de répondre, je vais peut-être expliquer comment j'ai rejoint le groupe. Du coup, pendant mes études supérieures, j'ai beaucoup participé à des groupes de sensibilisation à des causes sociales. C'est une chose que j'aimais beaucoup. Mais une fois que j'ai rejoint le monde du travail et la vie corporate, c'est une chose qui a un peu disparu. Et en fait, je recherchais un lien pour retrouver, pour pouvoir m'investir dans ce genre de causes. Et du coup... du coup, j'ai, comme les autres, répondu à l'appel de Faria et j'ai rejoint le groupe d'intersectionnalité et c'était une très très bonne décision, ça je suis sûr à 100%. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses sur ce qu'était l'intersectionnalité plus en détail. Et donc, l'intersectionnalité, c'est le principe d'avoir plusieurs oppressions systémiques qui se croisent et qui créent une nouvelle forme d'oppression systémique. Donc, par exemple, quand on parle d'une femme noire, c'est dire que le fait de subir du sexisme et du racisme, le fait de subir ces deux oppressions systémiques combinées crée en fait une nouvelle oppression systémique qui n'est pas juste l'addition de ces deux. Exactement, et moi-même en fait j'avais aussi des préconceptions là-dessus, en tout cas des idées de ce que c'était intersectionnalité. Il y a un peu cet aspect où ce terme est repris, ce terme est instrumentalisé, on parle souvent de féminisme intersectionnel, on confond souvent le terme intersectionnalité avec le terme convergence des luttes, c'est souvent une confusion qu'on fait, et moi-même j'ai appris dans ce travail qu'on a fait ensemble, que c'était avant tout un outil, une approche, une méthode, plutôt que entre guillemets un concept ou un adjectif un peu fancy qu'on pouvait mettre à côté de lutte un peu interchangeable. Mais en même temps, pour arriver à ces conclusions-là, ça s'est pas fait tout seul, on a fait un travail ensemble, on a beaucoup bossé ensemble pendant plus de 2 ans et demi maintenant. Comment est-ce qu'on a fonctionné? Alors on s'est réunis de manière régulière pendant toutes ces périodes-là. On a échangé des ressources, on a discuté autour de différents articles, de différents films, de différentes œuvres, on a fait des cadènes, on a fait des ateliers d'idéation, on a fait tout plein de choses comme ça. Est-ce que, Fari, par exemple, tu peux m'en dire un peu plus sur ce fonctionnement-là? Oui, avec grand plaisir. Donc, c'est vrai que nous, notre travail à Solange et moi, c'est vraiment d'accompagner le groupe dans le processus, d'amener des outils, de faciliter. Évidemment, on participe aussi à enrichir les discussions, mais plus que le contenu, c'est aussi la méthodologie que nous, on amène. Et donc, la première année, le groupe s'est surtout réuni pour explorer ce que voulait dire l'intersectionnalité pour différents auteurs, autrices, militants, militantes. Et pour ça, on a essayé vraiment de fonctionner en intelligence multiple. Donc, on a eu tout un moment où on ramenait chacun un média de qu'est-ce qui nous parlait pour l'intersectionnalité. Donc ça pouvait être un documentaire. Je me souviens que Eric avait ramené un épisode de Prince de Bel-Air qu'on avait regardé ensemble et qu'on avait du coup analysé. Il y en a qui avaient ramené un documentaire, il y en a qui avaient ramené un livre. Solange, je me souviens que tu avais ramené un livre que après d'ailleurs je me suis procuré. Et donc c'était très très chouette là-dessus. Donc tout le monde a pu dire avec ça, avec quelque chose qui leur parlait, comment ils et elles voyaient l'intersectionnalité. Et après ça, en fait, on a exploré ça à travers des articles, des documentaires, des vidéos, d'autres podcasts aussi.
Et donc, c'était tout un travail de documentation aussi, mais aussi de discussion autour de la table. Et je crois que, les volontaires pourront en parler, mais quelque chose que vous aimiez bien, c'était de regarder ces choses-là, chacun de notre côté, mais d'avoir un moment où on en discutait tous ensemble. C'est quelque chose qui revenait pas mal de sinon on regarde tout seul quelque chose, on a plein de réflexions, mais on n'a pas d'espace pour les partager. Que c'était quelque chose que vous aimiez bien dans le groupe. Oui, exactement. Et puis, ça nous permettait nous-mêmes d'aller approfondir des choses qu'on avait peut-être vues en surface. Et puis, personnellement, ça m'a permis aussi de reconnecter pas mal à certaines choses, notamment à mon amour du podcast. Parce que peut-être que vous l'entendrez encore une fois, mais j'ai beaucoup poussé pour ce projet-là. Pas du tout, avec bienveillance. un petit peu de prosélytisme, voilà. Donc, on revient un peu dans le jargon de la secte. L'appel, les réunions, la vocation, tout ça. Mais rassurez-vous, on n'est pas dans une logique sectaire. D'ailleurs, c'est dans cette logique-là aussi qu'on s'est fait accompagner. On n'a pas fait ce projet-là tout seul parce que donc on parlait donc de la réunion du groupe d'intersectionnalité, mais à un moment donné, est arrivé ce moment où on a voulu décider de savoir un peu ce qu'on allait faire de tout ça, de tout ce travail. Donc, est-ce qu'on allait faire un jeu de société, des différentes actions, ou alors, comme je l'ai proposé et comme j'ai insisté, pour faire un podcast. Et finalement, comme vous l'entendez, on a gardé cette idée-là. Et dans ce cadre-là, on se fait accompagner par Média Animation. Peut-être, est-ce que l'un de vous peut me dire un petit peu qui est Média Animation, comment ça s'est fait, comment est-ce qu'on fonctionne avec eux? Oui, Média Animation, c'est une ASBL qui aide à l'éducation aux médias. Et en fait, ils nous ont beaucoup accompagnés et on est très reconnaissants parce que c'était une grande aide. La collaboration avec eux, en fait, ils nous ont aidés en nous entraînant à faire un podcast. Donc, on a été faire des micro-trottoirs dans des parcs pour s'entraîner à interviewer des gens. On a appris à utiliser les outils. On a enregistré les podcasts avec eux aussi. Donc là, vous nous entendez, on est dans leur bureau, en fait. Donc, merci beaucoup. Merci, Média Animation. Et en fait, ils ont fait le montage pour nous, vraiment, et nous aident à la diffusion aussi. Donc beaucoup d'aspects. Et je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Tu oublies de mentionner quand même les essais, les enregistrements tests qu'on avait fait avec des thématiques un peu folles, avec un chat qui se fait coacher par un arbre, avec Farid qui nous a offert des magnifiques bruitages de chats en tout genre. Merci Farid. J'ai raté tout ça. Oui, t'as raté ça. Mais... Oui, Ahmed n'était pas là malheureusement pendant cette période-là. Tu reviens pile au bon moment pour avoir le débrief. Et donc voilà, effectivement, on s'est fait accompagner dans ce travail-là. Et on a aussi, ensemble, c'est un peu comme si on avait été aussi partenaires un peu les uns les unes des autres dans ce travail-là. Je pense qu'on s'est apporté beaucoup dans ce travail, autant dans la définition, purement théorique de ce que c'était que l'intersectionnalité, mais aussi dans nos vécus perso. Au-delà d'en apprendre plus sur ce que c'était, j'ai aussi profité de l'énergie du groupe, en fait, pour alimenter aussi ma vie perso, mon engagement, mon militantisme. Vous, comment ça vous a impacté ? Même si je suis parti quelque temps, en fait, j'ai gardé un super bon souvenir de toutes les réunions qu'on faisait. Donc, la toute première partie, je me souviens, peut-être la première année, tout ce travail de déblayage où chacun apportait sa petite contribution, ça nous permettait au fait de faire connaissance de l'intersectionnalité de façon différente parce que chacun apportait sa contribution personnelle et que c'était quelque chose de différent à chaque fois. Et surtout, pour moi, ce que je garde en tête, c'est qu'à chaque fois, les réunions se passaient très bien parce qu'il y avait une super dynamique de groupe. On était tous un peu... on se soutenait les uns les autres. L'énergie était vraiment une énergie super positive. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que à la fin des réunions, vraiment, je sortais de là avec un sentiment super positif d'avoir contribué, d'avoir créé un truc vraiment super chouette. Et je sentais que toutes les séances étaient hyper productives et qu'on sortait de là vraiment en ayant l'impression d'avoir fait quelque chose qui est d'hyper pertinent et tout. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué, quoi. Et même, maintenant que je suis revenu, à peine quelques petites séances, et à chaque fois, vraiment, je sors de là et j'ai l'impression d'avoir fait un truc super chouette, d'avoir revu tout le monde et tout, et voilà.
Je valide tout ça à 100%. Donc, 100% d'accord. Ça mettait vraiment un boost dans nos journées d'avoir ces réunions. Et moi, je trouve que ce qui m'a aussi beaucoup affecté, qui m'a impressionné, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est plutôt de voir la force de l'intelligence collective, parce qu'on on avait tous nos idées, tous des choses à partager, mais une fois qu'on les mettait ensemble, on produisait des choses que je trouvais géniales. Donc j'ai trop apprécié ça. Et moi, personnellement, dans ma vie, ça m'a permis de reconnecter avec tous ces types de sujets. Et du coup, ça impacte comment je vois les médias, comment je vois les choses en général et comment je peux interagir quand j'ai des discussions avec des amis sur certains sujets. Je me dis, là, j'ai appris un truc, je vais pas laisser ton argument passer. Et puis voilà, quoi. Donc, très content. Moi, je rejoins Eric sur l'idée que participer en fait à ce groupe, ça m'a permis d'affûter en fait mon regard sur l'intersectionnalité. Et un moment qui m'a fort marqué, deux moments qui m'ont fort marqué, c'est la vision, le visionnage de l'épisode de Prince de Bel-Air, mais aussi qu'on avait discuté du film Moonlight. Et ces deux productions culturelles que j'avais déjà regardées auparavant, mais j'ai regardé ça d'un œil de jeune fille sans me poser la question des aspects systémiques ou discrimination. Mais en avoir discuté avec le groupe, en fait, ça permet de se dire que on peut poser un regard intersectionnel sur quasiment tout ce qui se passe dans notre société. Et une autre chose qui m'a aussi fort marquée dans notre discussion autour du film Moonlight, c'est l'aspect émotionnel où les émotions sont parfois mal vues en fait dans notre société. Et là, je trouve que dans cette séance en tout cas, on avait vraiment fait une place particulière aux émotions. En tant que personne racisée, parfois, c'est mal vu en fait. Les émotions qu'on peut avoir, que ce soit la tristesse, la colère, et je trouve que ça faisait du bien en fait d'exprimer tout ça, d'exprimer ça en groupe et de se sentir soutenu en fait par des personnes qui comprennent ce qu'on peut vivre. Je rejoins tout ce qui a été dit et je rajouterais que vraiment aussi la force du collectif, c'est quelque chose qui me marque dans ce groupe. Je suis très contente de toutes les personnes et reconnaissantes qui ont répondu au fameux appel. Et oui, la force du collectif, parce que je pense qu'on est dans une société occidentale très individualiste, dans un contexte politique très compliqué, et donc du coup, en fait, faire communauté et faire force collective à ce moment-là, c'est important. Et quand on pense à communauté, mobilisation, on pense souvent à de grosses actions, mais en fait aussi des actions comme se réunir toutes les 2 semaines, comme nous on l'a fait, pour discuter, partager nos vécus, partager nos sentiments d'impuissance ou parfois de force. Je trouvais que c'était déjà très très fort et déjà une action politique dans une société tellement blanche, individualiste, et faire de la place à tous ces vécus-là, c'était déjà énorme. Et alors la bienveillance du groupe, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a tous marqués. On se sentait vraiment dans un safe space malgré la mixité qu'il y a dans le groupe. Je pense que vraiment il y avait quelque chose de l'ordre de chacun pouvoir se situer, savoir d'où on parle et pouvoir aussi écouter l'autre, et que ça aussi c'est quelque chose qui en tout cas moi m'a vraiment porté dans ce groupe-là et m'a vraiment apporté aussi d'un point de vue personnel. Ça m'a encore plus renforcé dans l'idée que voilà, les communautés, les actions collectives et la force collective, c'est quelque chose d'important. Clairement, la force collective et la force de la Zumba aussi, qui nous a beaucoup accompagnés dans nos réunions. Parce que voilà, pour le préciser, on tient nos réunions pas très loin d'une salle qui donne cours de Zumba. Donc à chaque réunion, on avait toujours un fond de Zumba. Un fond de Beyoncé. Un fond de Beyoncé, un fond aussi de reprise, de cover Zumba, de chansons diverses et variées. Voilà. Mais je pense qu'on devrait à un moment de passer des extraits un petit peu de Zumba peut-être pendant le podcast. Mais en fait, moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'on a beaucoup appris, en termes de militantisme, mais aussi en termes de compétences. Je veux dire, on en arrivait à faire un podcast, c'était pas gagné. Au départ, je pense que j'étais très idéaliste au début, j'y croyais beaucoup, et j'ai dû vraiment me dire, ok, est-ce que tout le monde se sent prêt à faire ça? Parce que je pense qu'en discutant au départ, on trouvait ça très impressionnant, et je pense qu'au fur et à mesure, on a réussi un peu à se familiariser avec ça.
Et alors, la force du collectif, mais comme vous l'avez entendu ici, autour de la table, il y a en plus de moi 4 personnes, mais c'est pas tout. On n'est pas que 5. Donc, après les titulaires, je vais appeler les remplaçants. Non, on est tous sur un pied d'égalité ici. Et je les appelle remplaçants, loin de moi l'idée de les stigmatiser. Et d'ailleurs, ma chère Bianca, nous retrouvons du coup notre chère Bianca pour parler de stigmatisation justement. Tout à fait. On avait une autre question à poser aux personnes que nous avons croisées au Parvis de Saint-Gilles. Et donc la question c'est, avez-vous déjà vécu des discriminations ? Est-ce que j'ai déjà été victime de discrimination ? Non, pas vraiment. Parce que je suis un mec cis. Si, l'autre jour on m'a fait une petite remarque, petite agression homophobe, mais ça m'arrive très peu. Mais autour de moi, oui, c'est récurrent et de plus en plus récurrent. Même pas plus tard qu'il y a ce week-end des amis qui se sont fait tabasser par des fachos à Brest, la ville où j'habitais avant, qui étaient posés en terrasse tranquillement, et il y a un groupe d'une vingtaine de fachos qui sont venus pour les matraquer. Donc ce genre de petits événements-là arrivent, quoi. Mais non, en vrai, à une échelle très personnelle, ça arrive pas souvent. Oui, ça m'est déjà arrivé, que ce soit discrimination à l'embauche, discrimination au logement, les préjugés quand j'étais plus jeune sur le fait que forcément j'avais volé quelque chose dans les magasins, le fait d'être suivi par les vigiles, toute forme de discrimination, oui. J'ai autour de la table le reste du groupe, le reste de ce noyau dur avec lequel on a travaillé pendant plus de 2 ans et demi, d'arrache-pied pour déjà en apprendre plus sur l'intersectionnalité, comme je le disais, mais surtout pour créer ce podcast. Mais avec quelle intention ? Eh bien, on s'est rapidement fixé comme objectif de mettre un peu les vécus au centre, de visibiliser au maximum les vécus intersectionnels, principalement. Et pour ça, on a choisi d'inviter un certain type de personnes. Est-ce que, peut-être Sébastien, tu peux me dire comment est-ce qu'on a choisi ces personnes-là ? Je m'appelle Sébastien et je suis aussi membre du groupe de volontaires de BIPAX. Je suis un homme métis, gay, bruxellois. Et donc j'ai répondu à l'appel quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux, et je travaille avec le groupe depuis plus de 2 ans. Et alors oui, quand on a voulu créer le podcast, on s'est posé la question, mais à qui va-t-on parler ? Donc qui va écouter le podcast, mais qui va-t-on inviter pour raconter en fait l'intersectionnalité ? Et on s'est rendu compte qu'en fait qu'il y avait 2 peut-être types de profils qu'on aurait bien aimé inviter. Il y a ce qu'on appelle des experts de terrain. Ça veut dire que c'est des gens qui travaillent l'intersectionnalité au quotidien. Donc des gens qui travaillent dans des associations, des personnes qui sont militantes, des personnes qui ont l'habitude en fait de traiter ce concept au quotidien et qui l'adaptent, et donc qui ont moins une approche peut-être théorique, mais une approche plus pratique. Et ensuite, il y avait un deuxième type de personnes qu'on avait envie d'inviter, c'est les experts de vécu. Donc c'est des personnes, par exemple, comme moi, qui vivent l'intersectionnalité au quotidien, et donc qui en sont peut-être parfois victimes, mais qui peuvent aussi en faire une force, qui ont adapté leur vie et qui se rendent compte qu'en fait l'intersectionnalité, elle est indissociable et qu'elle fait partie de leur vie entièrement au quotidien. Et j'allais presque te poser la question, où toi, est-ce que tu te situerais ? Alors bon, t'as fait ton choix entre les deux, mais c'est vrai que, de par ton travail aussi de scène, on va pas trop spoiler l'épisode, mais de par ton investissement aussi militant, je pense que tu pourrais presque te situer un petit peu à la frontière entre les deux. Ça, c'est l'histoire de ma vie, me trouver à la frontière des identités et des choses. Donc, comme je disais, je suis une personne métisse. Et c'est vraiment pour ça aussi que j'ai répondu à cet appel, parce que le mot intersectionnalité résonnait avec quelque chose vraiment d'identitaire chez moi. Et que donc, j'avais vraiment envie de creuser la question. Et du coup, en fait, cette question, je la creuse, en étant volontaire ici chez BIPAX. Je la creuse, en fait, en étant artiste et performeuse drag. Je la creuse dès que j'ai des conversations avec n'importe qui autour de moi. Et donc, du coup, tu te rends compte que c'est vraiment une approche un peu complète et globale du monde, et que ça peut apporter, en fait, un peu à tout le monde d'apprendre plus sur l'intersectionnalité, en tout cas de savoir approcher cet outil de plein de manières différentes.
Oui, et puis comme tu le disais, on a fait aussi un travail de se poser la question de à qui était destiné ce podcast, qui est-ce qu'on voulait toucher en créant ces épisodes-là. Et pour ce faire aussi, on a réfléchi un petit peu à ces questions de persona. Voilà, on révèle un peu les coulisses de notre travail. Peut-être Camille, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur le travail qu'on a fait justement d'identification des personnes qu'on voulait toucher avec ce podcast? Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Camille. Je suis une femme blanche de 33 ans et je viens d'une petite ville près de Tournai, en Belgique. Alors, pour identifier nos personas, donc c'est une technique de marketing communication où on mettait des mots, des identités aux personnes qu'on voulait toucher. On a identifié 2 personnes. Il me semble que c'était Sarah et Alex. Ouais. En leur associant des identités, d'où ils venaient, quel centre d'intérêt ils avaient, où est-ce qu'ils écouteraient des podcasts, etc. Donc c'était tout un processus justement pour identifier notre public. Et le but vraiment avec le podcast, c'était on voulait qu'ils en apprennent plus de manière un peu théorique, mais aussi qu'ils comprennent la théorie dans la pratique, dans le vécu et comment ça s'imbrique en fait au quotidien, et aussi que les personnes puissent se retrouver dans les récits de nos invités. Et on parle aussi d'impact forcément autant sur nous, on en a déjà parlé un petit peu, donc ce que ça avait eu comme impact un peu sur nous, ce que ça nous avait apporté. Peut-être que toi, est-ce que tu peux me dire aussi ce que ça t'a apporté de travailler sur ce podcast, et qu'est-ce que tu voudrais que ça ait comme apport pour les personnes qui vont l'écouter? Donc une des raisons de pourquoi j'avais rejoint le groupe, c'était en partie pour mieux comprendre les personnes de mon entourage et pour aussi poser des actions concrètes et positives et plus militantes dans ma vie. Donc je trouve que ce podcast m'a déjà apporté ça. Ça me permet clairement de mieux comprendre les personnes de mon entourage, et ça m'a aussi permis de démarrer certaines discussions pas toujours évidentes, mais ça a été toujours le point de départ à des discussions que j'aurais pas forcément eues. Ça m'a permis aussi d'être plus à l'écoute, ça m'a permis de me remettre en question aussi. Et j'espère que le podcast pourra apporter ça aussi à nos auditrices, qui puissent se retrouver dans les témoignages, qu'ils puissent en apprendre plus, qu'ils puissent aussi avoir des arguments pour être plus à l'aise dans les conversations avec, par exemple, des collègues qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, d'être plus militant dans sa manière, dans son quotidien, et puis aussi de démarrer des discussions comme ça a été le cas chez moi. Et puis, moi, ce que je pourrais aussi dire, c'est qu'en termes d'impact, on l'a dit un petit peu forcément dans la première partie, mais l'impact en fait de vous revoir en fait chaque mois, j'ai oublié la régularité en fait, j'ai pas été très assidu dans la régularité, mais en tout cas 2 fois par mois. 2 fois par mois, c'est vrai. Donc on s'est réunis 2 fois par mois, et que en fait on a rencontré des personnes sur le chemin. On a rencontré Ahmed qui ensuite est revenu par la suite. On a eu aussi Erika qui nous a rejoint en cours de route. Bonjour Erika. Bonjour. Dis-moi alors toi, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait de rejoindre ce groupe-là et de faire ce travail avec nous? Alors, donc moi je m'appelle Erika Gawara-Uriwe et je suis née en Belgique, mais j'ai pas eu la nationalité belge dès le départ. Je suis la fille d'une mère colombienne et d'un père salvadorien. Et donc je fais partie de cette seconde génération qui s'est toujours posé des questions aussi identitaires. Mais aujourd'hui je suis fière de dire que je suis une femme belge et latino-américaine. Et j'ai rejoint le groupe sur l'intersectionnalité, pas parce que j'ai répondu à l'appel de volontaires, mais parce que j'ai répondu à l'appel de stagiaires. Et donc j'ai intégré BIPAX via mon stage dans le cadre de mes études en psychologie sociale. Et j'ai donc participé au groupe sur l'intersectionnalité. Et en fait, c'est
un terme que j'avais entendu, je pense, une fois à l'université, mais sur lequel je ne m'étais pas forcément attardée. Et ça m'a touchée, ça m'a parlé. Je suis transposée aussi cette grille de lecture au quotidien. Et donc, je dirais que ça m'a apporté ça m'a apporté une nouvelle grille de lecture, grâce à laquelle j'interprète le monde et les situations au quotidien. Et ça m'a aussi permis d'avoir un groupe pour aborder tous ces sujets-là, que j'aborde pas forcément à l'extérieur non plus, et d'aborder ces sujets sans pression. Parce que pour moi, ce groupe, on a chacun son rythme, et comme Eric l'a dit tout à l'heure, c'est cette force collective qui m'a poussée à rester dans le groupe, en fait. Et parce que vous m'avez accueilli les bras ouverts aussi. On risque de revenir dans la sémantique de la secte et du groupe culte. Oui, alors effectivement, on accueille les gens à bras ouverts, on avec bienveillance vers la lumière, et c'est vrai qu'on était peut-être un petit peu tous et toutes perdus avant de rejoindre ce groupe, mais maintenant on s'est retrouvés. Alors bon, les ficelles, elles sont grosses en termes de transition, mais en tout cas, je dois quand même forcément poser la question de savoir pourquoi on a choisi ce nom de podcast, en fait. Et avant de laisser la place alors à Sébastien qui va un peu nous expliquer justement l'origine de ce terme, je vais aussi demander à Bianca nous demander un petit peu simplement ce que les gens pensent de ce terme-là et comment ils se situent par rapport à cette question. Oui, pour faire référence au titre de notre podcast, Déboussolé, de voir ce que les gens ont pensé sur le déboussolement, le fait d'être déboussolé. Donc c'est une question qu'on a voulu poser aussi, et c'était est-ce qu'il vous arrive de vous sentir déboussolé, et si oui, pourquoi ? Je pense que je me sens déboussolé quand le matin je me lève et j'ai rien à faire. Et je me sens déboussolé dans mes réussites de la journée. Et si j'en ai pas, c'est un peu déboussolant de se lever et ne pas savoir quoi faire. Ça arrive de temps en temps, quand même. Presque tout le temps. Oui, déboussoler, c'est-à-dire perdre ses repères et devoir en reconstruire des nouveaux. Oui, ça m'arrive régulièrement. Mais je trouve toujours que c'est intéressant comme expérience. Je suis en partie danseuse, donc perdre son équilibre et le retrouver, c'est un peu ce qui me donne le plus de joie. Donc je pense que je fais ça de manière assez naturelle et confortable. Et parfois même, je cherche des situations consciemment ou inconsciemment où je suis déboussolée. Pourquoi on a choisi ce nom de podcast, en fait ? Parce que peut-être qu'on était un peu perdus, qu'on s'est un peu retrouvés autour de la table pour discuter de ces sujets. Seb, est-ce que tu pourrais me dire peut-être comment est-ce qu'on arrivait à trouver ce nom de podcast ? Mais déjà, c'est issu d'une grosse séance de brainstorming. Et donc, c'est compliqué un peu d'expliquer ça d'une manière assez simple. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, dans une société qui aime les étiquettes faciles. Homme, femme, blanc, non blanc, riche, pauvre. Mais ce qui se passe, c'est quand t'as plusieurs étiquettes qui te collent à la peau, c'est difficile en fait d'expliquer ton expérience et tu te sens un peu perdu. Et en fait, l'intersectionnalité, ça peut vraiment être cette boussole qui te permet en fait de voir le monde maintenant d'une manière plus concrète et de comprendre que ton expérience complexe, en fait, il y a une grille de lecture, et il y a plusieurs systèmes d'oppression qui créent en fait ton narratif. Et en fait, sans cette boussole, tu peux vraiment avoir l'impression d'être un peu déboussolé et de pas comprendre ce qui t'arrive. Et que l'intersectionnalité, de la manière dont on essaie en tout cas de l'aborder dans ce podcast, peut apporter en fait une manière de se recentrer dans sa vie. Parce que je pense qu'on a eu un objectif, et je me souviens au début, c'était hyper important. C'était pas de simplifier, mais de vulgariser. Et il y a une différence en fait entre les deux. Simplifier, c'est vraiment effacer et en fait donner une version qui est, on va dire, dénaturée d'une définition. Tandis que vulgariser, l'objectif, c'était vraiment de trouver des moyens d'expliquer l'intersectionnalité de manière où c'est accessible au plus grand nombre, quoi. Effectivement, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu notamment faire des micro-trottoirs, que lors de nos interviews, on a mis aussi, certes, une grande partie d'expertise au centre, mais surtout les vécus des personnes, parce que c'est un peu dans le vécu intersectionnel et dans les différents croisements qu'on retrouve toute cette complexité-là, comme tu l'as dit, sans simplifier, mais simplement le rendant plus accessible. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi, comme tu l'as dit plutôt, nos invités avec soin, et aussi qu'on a choisi notre thématique avec soin. Est-ce que, Eric, par exemple, tu peux nous dire un petit peu
peut-être nous présenter quelques thématiques dont on va parler. Comme vous avez pu deviner, on va parler d'intersectionnalité. Et du coup, les thématiques qu'on va aborder dans les prochains épisodes, on va parler d'abord de nouvelles lois sur les discriminations intersectionnelles pour l'expliquer comment elles fonctionnent et quels sont les détails. Puis on va avoir des experts de vécu qui vont expliquer un peu leur vécu du coup. Donc le point de vue on aura le point de vue d'une femme noire, le point de vue de Seb, qui est un homme noir qui est dans le domaine de la scène, plus précisément du drag. Puis on va parler de convergence des luttes et aussi d'espaces communautaires. Pas forcément dans cet ordre-là, mais je ne vais pas vous en dire plus. Va falloir écouter les épisodes pour savoir. Donc oui, effectivement, toutes ces thématiques-là, on les a choisies avec soin. On a choisi nos invités avec soin pour que vous ayez le maximum de plaisir à écouter ça et surtout que vous en ressortiez avec une forme d'identification aussi à ces thématiques-là. En tout cas, perso, c'était une des choses qui me tenait à cœur de faire en sorte que les personnes qui vont écouter ce podcast puissent s'identifier directement avec le moins de couches, le moins de strates possible de théories, peut-être de lourdeur académique parfois qu'on retrouve dans beaucoup de contenus qui parlent de ces sujets-là. Et moi, ce que je voulais faire passer dans ce podcast, c'est cette idée que peu importe finalement son niveau de connaissance, un peu comme ce que nous on a vécu dans ce podcast, peu importe le niveau de connaissance, peu importe les vécus, qu'on puisse s'identifier ne serait-ce qu'à une part des vécus qu'on a mis en avant. Est-ce que vous aviez d'autres envies en termes d'impact sur les auditeuristes ou même sur vous? On avait aussi l'idée quand on traite des sujets pas forcément toujours faciles, mais on voulait faire passer de la joie aussi, un esprit positif et avoir un petit peu d'espoir dans ce monde de brut. Et j'ose espérer qu'en réécoutant tous les épisodes, moi en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, qu'on rigole, il y a quand même du positif et puis ça donne de l'espoir et puis un peu des solutions aussi pour l'avenir. Donc j'espère que les auditeuristes auront cette même joie à écouter les épisodes qu'on a eu à les faire et à organiser tout ce podcast. Je pense aussi qu'on avait cette intention d'avoir un ancrage local parce que l'intersectionnalité, certes, son historique a été développé peut-être aux États-Unis, mais on voulait montrer à quel point l'intersectionnalité, elle peut toucher toute personne qui se trouve à l'intersection, peu importe dans quelle partie du globe on se trouve. Et donc comme Camille l'a dit, c'est aussi d'apporter des outils et des actions concrètes qu'on peut faire ici en Belgique et à Bruxelles. Et donc que l'intersectionnalité, ce soit pas une grille de lecture ou un concept abstrait, mais plus concret et ancré ici en Belgique. Oui, moi je voulais, ça rejoint un peu ce que Camille et Erika ont dit. C'est que moi en fait j'aimerais bien que les personnes qui écoutent aussi se rendent compte, si elles existent, elles vivent à l'intersectionnalité. C'est que quand tu es à l'intersectionnalité, tu fais pas que vivre et survivre, mais tu peux aussi t'épanouir en fait à l'intersectionnalité et qu'il y a des belles choses qui s'y passent et que c'est pas juste une addition, une multiplication de tes oppressions, mais c'est aussi il y a un pouvoir qui existe à l'intérieur de cette intersectionnalité. Et une fois que tu en prends conscience, peut-être qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer aussi dans ta vie et que en fait la connaissance, ça apporte toujours des clés, en tout cas à l'épanouissement personnel, je pense. Oui, d'accord avec tout ce qui a été dit. Mêmes objectifs et oui, un truc, je pense, qui me ferait vraiment plaisir, ce serait si quelqu'un qui écoute ce podcast, qui se trouve à l'intersection, et comme on l'a dit, il n'y a peut-être pas beaucoup d'informations là-dessus, puisse se reconnaître et trouver des pistes sur comment s'en sortir. Donc ça serait top. Alors au-delà effectivement d'identification, comme le disait Seb, il y a aussi le côté, et Camille aussi, il y a aussi le côté célébration aussi de nos identités. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose qui revient dans quasiment tous les épisodes en fait, encore une fois sans trop spoiler, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'aspect de se réunir, dans l'aspect de célébrer en fait ce qui peut être positif aussi dans nos luttes, parce que forcément on a tendance à se focaliser sur le contre.
l'opposition, mais on oublie parfois qu'il y a beaucoup de choses à célébrer là-dedans, beaucoup de choses positives que le fait de se rassembler peut nous apporter. Et j'en profite d'ailleurs pour teaser un petit peu le fait que, au-delà du podcast, on a prévu aussi forcément de se réunir, forcément des événements un petit peu par-ci par-là pour pouvoir vous rencontrer aussi. Donc on a hâte que vous puissiez écouter ces épisodes, vous reconnaître et rejoindre aussi la belle aventure du podcast des Déboussolés. Voilà, un tout grand merci. Merci. C'est chouette de s'informer, c'est chouette de militer, c'est chouette d'être dans la rue pour poser la voix là-dessus, mais c'est aussi important de se rappeler de pas forcément ou trop vite mettre une pression quand on parle de militantisme, qu'il faut serrer les coudes, qu'il faut bien serrer les coudes entre amis, qu'il faut prendre soin des autres, que vis-à-vis de ce qui se passe. C'est hyper dur de vivre des discriminations. Et quand on est seul face aux discriminations, je trouve ça encore plus violent. Et en même temps, dans mon parcours à moi, c'était parfois des opportunités d'affirmer mon identité. Mais évidemment, ça ne se fait pas sans peine et ça ne se fait pas seul non plus. Et je pense que trouver de la force dans les collectifs, pas rester seul face aux discriminations, c'est indispensable. Informer sur tous les relais possibles pour se défendre et faire respecter ses droits, c'est indispensable. Et je trouve que ça manque vraiment beaucoup. Donc super initiative pour votre podcast. Merci. Ensemble, nous venons d'explorer une nouvelle facette de l'intersectionnalité. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, retrouvez-nous sur nos réseaux, ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Si vous souhaitez encore aller plus loin, retrouvez-nous en description où vous trouverez des trésors de ressources que nous avons concoctés pour vous. Nous remercions encore Bipax et Média Animation, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Vous venez d'écouter Les Déboussolés.